J'ai l'impression de devenir folle. Tout ce que je vais raconter m'est vraiment arrivé, ou du moins je suis convaincue de l'avoir vécu. Il y a quelques semaines, je me suis réveillée et je suis allée chercher mon partenaire pour lui dire bonjour. Son bureau donne directement sur notre chambre et n'est accessible que depuis celle-ci. Notre maison est minuscule, genre 40 mètres carrés, et on peut en voir presque chaque recoin en permanence, sauf le bureau. On vit dans ce qui était autrefois le rez-de-chaussée d'une maison à 2 étages. Les seules portes sont la porte d'entrée, la porte arrière et celle du bureau. J'ouvre la porte du bureau, il n'est pas là. Lumière éteinte, ordinateur portable fermé, pièce vide. J'appelle son nom, rien. Je fais le tour de la maison, il n'est nulle part. Sa voiture est garée dehors. Les 2 portes avant et arrière sont verrouillées. C'est bizarre, mais je me dis qu'il est peut-être allé chercher un café dans la rue. Je l'appelle et lui envoie des textos, pas de réponse. Peut-être un déjeuner pro que j'ai oublié. Je me fais du thé ou du café, probablement du café, puis je retourne m'allonger dans le lit et je scrolle sur mon téléphone. 10 minutes plus tard, il sort du bureau. Je suis sous le choc. Je lui raconte ce qui vient de se passer, complètement paniqué. Il me regarde comme si j'étais folle et insiste sur le fait qu'il était là tout le temps. Mais ça n'a aucun sens parce que j'ai vérifié, il n'était pas là et il n'était pas dans la maison, point. Je l'aurais vu sortir ou rentrer. Il a aussi vu mes appels et textos manqués, mais il dit ne pas les avoir entendus. Il les a tous ratés. Je n'ai toujours aucune explication. Petite précision, mon partenaire ne sort pas en cachette ni ne me maltraite. Mon détecteur de monoxyde de carbone fonctionne, je n'ai pas de moisissure. Il n'y a aucun accès à l'appartement du dessus depuis chez nous, et des gens y vivent. J'ai une caméra pour la porte d'entrée. J'étais assise dans le lit, tenant mon café et envoyant des textos à des amis. J'ai les messages de ce matin-là, et à aucun moment je ne semble m'être endormie, sinon j'aurais renversé le café. On a un chien et un chat qui font du bruit dès qu'ils voient l'un de nous, et je dois insister sur le fait que notre logement est très ouvert et minuscule. Je ne veux pas avoir une réponse à tout, mais j'ai vraiment tout passé en revue dans ma tête depuis que c'est arrivé, en essayant de trouver une explication, et je n'y arrive pas. Mon partenaire jure qu'il se souvient seulement d'avoir été dans le bureau toute la matinée. Oui, je le crois. Il dit qu'il a sorti le chien vers 6h du matin, alors que tout ça s'est passé vers 10h30, 11h. C'est très réel pour moi, et ce n'est pas la seule chose étrange qui m'est arrivée récemment, mais c'est la première et celle que je ne peux pas prouver, mais dont je sais qu'elle a eu lieu. Ça s'est passé il y a quelques années au lycée. Mes 2 amies et moi étions assises à la cafétéria pour le déjeuner, et comme le font souvent les filles, elles sont parties ensemble aux toilettes, me disant de les rejoindre une fois que j'aurais fini de manger. Les toilettes près de la cafétéria, où on traînait toujours, n'étaient pas comme les toilettes classiques d'un lycée. Il n'y avait qu'une seule cabine. C'était à l'origine destiné au personnel, et cette cabine n'était pas séparée par les habituels panneaux en plastique avec des portes à interstices, mais par un vrai mur et une vraie porte entre les toilettes et la pièce avec le lavabo. Au-dessus du lavabo, il y avait un miroir et la porte d'entrée était visible directement dans le reflet du miroir. Donc, après avoir fini de manger, peut-être 2 minutes après leur départ, je suis allé les rejoindre. J'entre dans les toilettes et je trouve la porte de la cabine verrouillée. J'entends mes amies parler à l'intérieur, je frappe et dis que je suis là, et l'une d'elles me répond qu'elles vont ouvrir dans 1 seconde. Je trouve ça un peu étrange, mais je dis ok, et je commence à me laver les mains et à me rafraîchir devant le miroir en attendant. Elles me parlent à travers la porte et je leur réponds, et la conversation devient de plus en plus espacée. Quelques minutes passent et je réalise qu'elles sont complètement silencieuses. Je demande si tout va bien, aucune réponse. Je regarde la porte, elle est déverrouillée, mais fermée. Là, je commence à ressentir un malaise. Quelque chose cloche. Je dis « Vous êtes là ?» plusieurs fois, puis j'ouvre la porte. La cabine est vide. Je reste là, complètement perplexe, en me demandant comment elles auraient pu sortir sans que je les voie, alors que j'étais littéralement debout dans le seul passage possible, avec la porte d'entrée visible dans le miroir et la porte de la cabine dans mon champ de vision. J'ai eu une sensation de vide dans l'estomac, tout semblait faux.
Je réalise soudain à quel point tout ça était bizarre, à quel point leur comportement ne leur ressemblait pas, que je ne les avais même pas vus. Mais ce n'est pas tout. Quand je retourne à la cafétéria, je les vois en train de partir. Alors je vais vers elles, et là, elles me demandent où j'étais et pourquoi je ne les avais pas rejointes. J'étais parfaitement lucide, et je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'est littéralement l'une des choses les plus flippantes qui me soit arrivée. Ça s'est passé il y a quelques années, j'étais encore à l'université, mais je rendais visite à mes parents tous les week-ends. Cette fois-là, j'avais quelques jours de libre, donc j'ai décidé d'y aller plus tôt. Je ne me souviens plus exactement si c'était un mercredi ou un jeudi, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, mes parents étaient censés être en déplacement dans une ville à environ 4 heures de route. Imaginez ma surprise quand j'ouvre la porte d'entrée et que je vois ma mère juste là, à quelques pas, près de la chambre d'amis, me regardant droit dans les yeux. J'ai été pris au dépourvu, bien sûr. Pourtant, même si ça ressemble à une histoire de fantôme, sa présence ne m'a pas du tout fait peur, comme si c'était vraiment elle. Je reste là, un peu confus et inquiet, surtout qu'il n'y avait pas de voiture dans le garage, ce qui voulait dire que mon père était parti sans elle, pour une raison quelconque. Je lui demande pourquoi elle est là et pourquoi la porte d'entrée est verrouillée. Notre maison a une grande cour, donc la porte est généralement ouverte. Au lieu de me répondre, elle ouvre la porte de la chambre d'amis et entre, ce qui me laisse encore plus choqué. Tout ça s'est passé en quelques secondes, pas de long regard ni rien de dramatique. Elle me regarde depuis la porte et me fait signe de la main pour que je la suive. Je m'approche, pas inquiet mais curieux. Ma mère et moi avons toujours eu une relation très proche et on adore tous les deux les animaux et la nature. Je pensais qu'elle faisait une blague ou qu'elle allait me montrer une surprise. Elle a déjà fait ce genre de choses. Bref, j'arrive à la chambre d'amis en quelques secondes, mais elle n'est pas près de la porte. Elle est de l'autre côté de la pièce, ce n'est pas logique, car j'ai marché plus vite qu'elle et j'aurais dû la rattraper. Ça m'a un peu perturbé, mais ce qui s'est passé ensuite est allé trop vite pour que je puisse vraiment réfléchir. Je la vois de l'autre côté de la pièce, déjà en train d'entrer dans la salle de bain qu'on a là. Et alors qu'elle entre, elle ressort juste pour me faire à nouveau signe de la suivre. Je le fais encore une fois. La plus grosse surprise est arrivée quand je suis entré dans la salle de bain. Elle n'était pas là. En fait, j'étais complètement seul. La salle de bain n'a aucune autre sortie, même pas une fenêtre. Je reste là, et tout ce que je viens de vivre en quelques secondes commence à me revenir. Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé? Comment a-t-elle pu traverser la pièce plus vite que moi, alors que j'ai marché plus vite? Je suis sorti de la chambre, et je suis allé dans ma propre chambre, où je me suis assis sur ma chaise, et j'ai appelé mes parents. Ils étaient bien ensemble dans la ville. Il m'est arrivé quelque chose pendant mon récent voyage en Allemagne, et ça me trotte dans la tête depuis. Peut-être que quelqu'un a vécu quelque chose de similaire. Il y a quelques semaines, je suis allé à Münster pour voir un ami proche. Un après-midi, on se détendait dans un petit parc tranquille, pas un lieu touristique ou quoi que ce soit. On était juste allongés dans l'herbe, quand un vieil homme, peut-être 65 ou 70 ans, est venu vers nous. Il avait les yeux verts, les cheveux longs, habillé normalement, pas un sans-abri, mais quelque chose clochait. Il a commencé à nous parler dans une langue qui ressemblait à de l'allemand, mais qui ne l'était pas. Il parlait super vite et faisait des gestes étranges avec les mains, comme un signe d'amour et des mouvements qui donnaient l'impression qu'il essayait de nous transmettre de l'énergie ou de l'amour. Mon ami m'a chuchoté qu'on devrait l'ignorer, il n'avait pas l'air normal, alors on l'a fait et il a fini par partir.
Quelques jours plus tard, on est allé à Berlin pour une grande manifestation. Il y avait beaucoup de monde. Une fois la marche terminée, on était à nouveau allongés quelque part, entourés d'autres gens. Mon ami parlait avec une fille et moi j'étais sur mon téléphone. J'ai levé les yeux au hasard et j'ai vu le même homme que dans le parc à Münster. Même visage, même vêtements, même geste, même énergie. J'ai couru vers mon ami pour lui dire. On était tous les deux sous le choc. On s'est approché de lui, mais il ne semblait pas nous reconnaître. Pourtant, il faisait exactement la même chose, même discours étrange, même signe avec les mains. À ce stade, on était juste confus et un peu effrayés. Quelles sont les chances de croiser exactement le même homme dans une ville complètement différente, faisant exactement la même chose? Mais ce n'est même pas la fin. Quelques jours plus tard, on était dans un bar. Mon ami est sorti fumer et un homme d'environ 40 ans est venu lui parler, comme ça, sans raison, rien de trop bizarre. Puis 2 nuits plus tard, on était dans une boîte de nuit et ce même homme est réapparu. Il est passé devant nous, nous a salués et s'est assis un peu plus loin. Environ 40 minutes plus tard, j'ai senti quelqu'un me tapoter l'épaule. Je me suis retourné, c'était ce même gars, avec un stylo à la main, insistant pour me le donner. Je lui ai dit non, que ce n'était pas à moi, mais il continuait à me le tendre, comme s'il voulait vraiment que je le prenne. L'ambiance était très étrange. Mon ami et moi nous nous sommes regardés et on a juste eu un mauvais pressentiment, alors on a quitté la boîte immédiatement. Plus tard, on n'arrêtait pas d'y penser, en se demandant si ces 2 hommes étaient liés d'une manière ou d'une autre. L'un répétait un message sur l'amour, l'autre essayait de me donner un stylo, ce qui semblait plus symbolique qu'aléatoire. Les 2 sont apparus 2 fois, dans des lieux complètement différents, sortis de nulle part. On essaie encore de comprendre tout ça. Il y avait une tempête quand je suis rentré du travail à 22h sur une route de campagne à 2 voies, presque droite, avec de petites collines. La région a connu une forte croissance démographique ces derniers temps, donc il y a beaucoup plus de voitures sur la route à toute heure maintenant, alors j'ai l'habitude de rester coincé derrière des conducteurs lents. Cette route est également bordée de profonds fossés de drainage, car elle se trouve dans une zone inondable et la chaussée n'est pas en très bon état, ce qui crée de nombreuses flaques d'eau stagnantes, car les fossés débordaient déjà quand j'ai quitté le travail. Je souffre de TDAH et j'ai tendance à coller les autres en mode automatique, alors j'essaie de ne pas trop les croiser. La pluie était si forte que j'avais l'impression de traverser un ouragan, alors j'ai laissé une bonne distance entre nos voitures. Le conducteur derrière moi, mécontent que nous roulions en dessous de la limite de vitesse, a voulu nous dépasser ainsi que la voiture qui me précédait. Une semi-remorque arrivait sur la pente, sur la voie opposée. Le type derrière moi fonce à toute allure et essaie de nous dépasser tous les deux. Et j'ai juste eu le temps de dire « Oh, espèce d'abruti !» Et mon cerveau reptilien a dû comprendre que ma vie était en danger et s'est mis en état d'alerte parce que le temps a tellement ralenti que j'avais l'impression de regarder un film au ralenti. Je vois le type essayer de me dépasser à toute vitesse. Il perd de l'adhérence, fait un peu d'aquaplanage. Je freine brusquement, voyant ce qui va se passer, et je glisse un peu aussi, mais les poids lourds tirant une remorque ne s'arrêtent pas net, surtout pas sous une forte averse. Le chauffeur du camion klaxonne à fond, et le type fait foncer sa voiture dans ma voie, entre moi et celle qui me précède. Je jure qu'il m'a percuté par l'avant. Je conduis une Elantra, donc c'est une voiture assez compacte, mais j'ai vu l'arrière de sa voiture croiser et traverser la mienne, comme lorsque les images se superposent dans les jeux vidéo. On aurait dit qu'il m'avait traversé comme si j'étais un fantôme, ou qu'il était un fantôme, mais le camion l'a vu aussi. Je n'ai jamais autant souhaité avoir une caméra embarquée que cette nuit-là, parce que je veux juste vérifier si je suis fou. Mes capteurs de proximité s'affolaient sur mon tableau de bord, donc s'il m'a manqué de peu, c'était d'un micromètre, même si mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Je me demande si mon moi parallèle dans une autre dimension n'est pas maintenant dans un sac mortuaire à la morgue à cause d'un imbécile sur une route secondaire inondée.
Mon mari et moi avons décidé de nous arrêter chez Hobby Lobby. C'était un peu une décision spontanée. Bref, nous sommes dans le magasin, nous flânons, et nous arrivons dans une allée où nous voulons nous promener. Au milieu, il y a ce qui semble être une mère et sa fille. À vrai dire, elle ne ressemble pas à une vraie mère et sa fille, mais c'est plus facile à expliquer. La mère avait les cheveux roses vifs avec une autre couleur. Je crois que c'était du bleu, et ils étaient longs. La petite fille devait avoir environ 12 ans, et portait une robe rose rougeâtre, et je crois qu'elle avait les cheveux attachés en queue de cheval. Mon mari et moi essayons donc de marcher dans l'allée où elle se trouve, mais elle ne bouge pas, comme si elle nous avait clairement vus avec notre chariot et ne bougeait tout simplement pas. On a haussé les épaules, on est passé dans l'allée suivante. On a regardé autour de nous quelques secondes, et voilà que le duo mère-fille arrive dans l'allée où nous étions, sauf qu'ils ne cherchent pas vraiment à nous contourner, ils traînent juste dans le rayon. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de nous faire sortir de ce rayon. Bref, on a quitté l'allée, et on est allé dans une autre partie du magasin. On est de nouveau dans une autre allée et soudain, la femme passe devant nous, et passe aussi la tête comme pour nous surveiller. Je la fusille du regard, et elle a l'air légèrement offensée et peut-être un tout petit peu effrayée, alors elle ne s'avance pas. À ce stade, la situation m'agace, mais je commence aussi à y prêter attention. On a erré un moment dans le magasin sans les croiser, jusqu'à ce que je les voie à nouveau passer devant nous, comme pour éviter de nous regarder dans les yeux, gênés ou quelque chose comme ça. Je n'y pense pas trop. Pendant tout ce temps passé au magasin, je n'ai pas été très bien. Il y a quelques articles dans notre chariot, mais rien pour lequel nous étions vraiment venus. Je dis à mon mari que je ne vais pas bien et que je veux y aller. Il dit d'accord, mais suggère qu'on remette les articles, car ça ne valait pas la peine de les prendre de toute façon. Je vais remettre un article pendant qu'il range le chariot, et c'est là que je les revois. Le duo mère-fille se précipite hors du magasin, sans rien acheter non plus. On va à notre voiture garée un peu plus loin des autres voitures. Il y a plein de places de parking libres devant le magasin. Alors que nous nous approchons de la voiture, je vois qu'il n'y a qu'une seule voiture garée juste à côté de la nôtre, et le duo mère-fille se précipite dans leur voiture et s'en va, avec la mère me regardant avec une expression étrange. Et voilà, c'était tellement bizarre. Mon mari et moi avons discuté du fait qu'on les voyait partout, mais qu'en plus, elle n'achetait rien dans le magasin, qu'elle partait en même temps que nous et se garait juste à côté de nous, alors qu'il y avait plein de places de parking libres. C'était vraiment bizarre, mais chaque fois que j'y pense, je suis persuadée que c'était des voyageurs temporels. Je sais que ça paraît fou, mais je ne sais pas comment décrire autrement l'urgence de leur action pour nous empêcher de simplement flâner. Je n'ai aucune idée de ceux qui les auraient empêchés, si elles avaient été des voyageurs temporels, et je n'arrive pas à comprendre logiquement. Voilà mon histoire bizarre de bug dans la matrice. Mes frères et moi avions 10, 9 et 6 ans quand cela s'est produit. Mon plus jeune frère, qui avait 6 ans à l'époque, ne se souvient pas de cette journée. Moi, je me souviens de la plupart des événements, car je sais que nous avons effrayé notre grand-mère, notre grand-père, nos oncles et nos parents, plus que je ne les ai jamais vus effrayés, avant ou depuis. 4 fois par an, nous passions du temps en famille dans une cabane que nous appelions le château. Le château se trouve près d'un barrage artificiel en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Mes frères et moi avons toujours les mêmes règles. Ne pas aller au-delà de la vallée en bas du château, ni au-delà des collines qui l'entourent. Le jour où cela s'est produit, nous avons enfreint ces règles. Ce voyage-là, nous étions avec notre grand-mère, notre grand-père, nos parents et nos 2 oncles. À 7 heures du matin ce jour-là, mes frères et moi étions déjà levés, habillés et en train de jouer à Bob le bricoleur. Notre grand-mère se plaignait qu'on les réveillait et nous a dit d'aller jouer dehors, mais de revenir pour le petit déjeuner à 9 heures. C'était en 2004, au milieu de nulle part en Australie. Le plus grand danger, c'était les kangourous, les serpents ou les araignées. En tant que grande sœur, mon rôle était de surveiller mes petits frères et de faire respecter les règles. Mais ce jour-là, on a décidé que ce serait cool de monter sur la colline de l'autre côté de la vallée. Je me suis dit qu'on aurait le temps de revenir pour le petit déjeuner et que si on restait sur la route qui traverse la vallée, on serait visible depuis la cabane. Donc on est parti, et c'est là que tout devient étrange.
bug dans la matrice, glissement temporel, autre chose. On est arrivé en haut de la colline. On est resté là 10 minutes maximum, et selon ma montre, il était environ 7h30. On a commencé à redescendre. Arrivé à la vallée, on s'est arrêté pour regarder le fond. On le voyait très clairement, et comme des enfants curieux, on a décidé de descendre dans la vallée et de remonter de l'autre côté. On avait encore 1h30, ça ne prendrait pas si longtemps, donc on y est allé. On zigzaguait pour éviter les buissons épineux, les rochers instables, mais on essayait de rester sur une trajectoire droite. Arrivé au fond de la vallée, j'ai regardé l'heure, environ 8h. On lève les yeux, et là, surprise, notre grand-mère est debout au bord de la vallée. Elle nous fait signe. On pensait qu'on allait se faire gronder, mais elle a juste souri et est partie. On s'est dit qu'on était tranquille. On a commencé à remonter, toujours en rigolant et en discutant comme des enfants. Mais à peine sortis sur la route, notre grand-mère est arrivée en courant depuis la cabane, en hurlant. Elle voulait savoir où on était passé. J'ai regardé mes frères, puis elle, trop effrayée pour parler, et j'ai juste pointé la vallée du doigt. Elle nous a tous pris dans ses bras en pleurant. Elle nous a dit qu'on devait monter dans la voiture pour aller chercher notre grand-père, nos parents et nos oncles. Apparemment, ils étaient tous partis à notre recherche. On n'a rien dit, on l'a juste suivi. Une fois dans la voiture, j'ai vu l'heure sur le tableau de bord. 20h, et au lieu du lever du soleil, c'était le coucher. J'ai regardé ma montre, même heure. Je l'ai montrée à mon frère de 9 ans, qui était tout aussi confus. En février dernier, notre grand-mère est décédée de manière inattendue. À son enterrement, notre père nous a demandé si on se souvenait du jour où on avait disparu. Il a même plaisanté en disant que si ça avait été lui et notre oncle, elle n'aurait pas paniqué. Mais comme c'étaient ses petits-enfants adorés, elle était terrifiée. Mon plus jeune frère ne comprenait pas de quoi on parlait, mais mon autre frère et moi, on se souvenait. On a raconté à notre père ce qu'on avait vécu, et là, il nous a dit que personne, pas même notre grand-mère, ne nous avait vus ce jour-là. Elle n'avait jamais quitté le château, de peur qu'on revienne et que personne ne soit là. Il nous a ensuite raconté leur version des faits qu'on ne connaissait pas. Apparemment, notre mère s'est levée vers 8h en réalisant que nous étions trop silencieux. Elle a cherché dans la cabane, dans notre cachette, un abri fait de rochers et de branches comme dans Stranger Things. Elle a même crié nos noms, sans réponse. Elle a réveillé tout le monde pour les aider à chercher. Elle est allée au poste des Rangers pendant que notre père explorait les collines et que notre grand-père prenait les pistes en 4x4. Nos oncles ont vérifié les autres cabanes, le camping et le hangar à bateau. En réalité, ils sont allés manger des frites au camping et ont pris de la glace et de la bière dans la ville voisine. Ils ont dit plus tard qu'ils savaient qu'on reviendrait, donc ils n'étaient pas inquiets. Notre grand-mère est restée à la cabane. Nos parents jurent qu'ils ont regardé dans la vallée et ne nous ont jamais vus. Depuis l'année dernière, mes frères sont retournés explorer la vallée, même notre père y est allé, et aucun d'eux ne comprend comment on aurait pu être invisible. Et même si par miracle on avait été caché, on aurait dû être entendu. Et même si on avait été hors de vue et hors de portée sonore, il est impossible que ça nous ait pris toute la journée pour remonter. On l'a refait plusieurs fois depuis, et ça prend 30 minutes maximum. Et alors, qui avons-nous vu si ce n'était pas notre grand-mère, parce que ça ressemblait sacrément à elle? Ok, donc j'y pense tout le temps. Et ça s'est produit il y a 10 ans, à Grandview, Missouri. À 20 ans, je travaillais comme responsable de caisse dans une épicerie Price Chopper. J'étais généralement de garde, donc je ne sortais que vers 23h. Un soir, comme tous les autres, j'ai pointé et pris la route pour rentrer. Alors que je m'arrêtais à un carrefour à 4 voies, j'attendais que le feu passe au vert pour tourner à gauche. Mais soudain, tout le ciel s'est illuminé d'une lumière blanche. On aurait dit le plein jour pendant un instant, mais ça n'a duré qu'une seconde, juste un éclair, et puis c'est parti, comme si de rien n'était. J'étais assis là, stupéfait, essayant de comprendre ce que je venais de voir. C'est alors que j'ai regardé mon téléphone et que tout a changé. Il était 3h30 du matin.
4 heures s'étaient écoulées en un éclair. Mon téléphone chargé à bloc en quittant le travail était complètement à plat. Je ne me souvenais de rien après le flash. Plus de conduite, plus d'attente, rien. Juste 7 secondes de lumière et puis le silence. Quand je suis enfin rentrée à la maison, ma mère était tellement inquiète et bouleversée. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais mis autant de temps. Elle m'a dit qu'elle essayait de m'appeler depuis des heures, sans succès. Je n'avais aucune réponse à lui donner, je n'en ai toujours pas. À ce jour, je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé cette nuit-là, ni à ce que j'ai vu. Ce n'était qu'un éclair de lumière, et puis 4 heures perdues que je n'ai jamais récupérées. J'ai eu l'impression que c'était une seconde. À l'université, j'avais une colocataire avec un chien. Un soir, nous fumions et ma colocataire paranoïaque m'a proposé de l'accompagner, elle et son chien, pour sa promenade nocturne. Nous vivions en résidence universitaire, donc tous les bâtiments se ressemblaient. Ils étaient tous côte à côte, avec un grand chemin piétonnier devant. Nous marchions très lentement sur le chemin, car la chienne s'arrêtait souvent pour renifler et faire ses besoins. J'ai donc pris la liberté d'être curieuse et de regarder par les fenêtres. Chaque appartement avait de grandes baies vitrées dans le salon et avec les lumières allumées à l'intérieur, la quasi-totalité des espaces communs était visible pour quiconque se trouvait à l'extérieur. Je regarde dans le seul appartement éclairé et je fixe intensément la télévision, les objets sur la table, les couvertures sur le canapé et les gens qui s'affairent dans la cuisine, etc. Rien de spécial, juste un appartement universitaire. La chienne a fini de faire pipi, alors nous passons à l'immeuble suivant, à environ 2 minutes à pied. Alors que nous arrêtons à nouveau pour que la chienne puisse reprendre ses besoins, je lève les yeux vers l'appartement. Je commence à regarder autour de moi et remarque qu'ils ont les mêmes encas sur la table, la même télévision, les mêmes couvertures et exactement les mêmes personnes qui font exactement la même chose dans la cuisine. Je panique, mais je pense que peut-être nous n'avons pas marché. Pour confirmer, je regarde les autres immeubles et je constate que nous avons bien marché. Le terrain de basket était désormais à côté de nous et non plus à un immeuble de plus. Je commence à paniquer et j'essaie immédiatement de raconter ce que je ressens à ma colocataire. Mais avant même de pouvoir dire un mot, elle me répond. Je le vois aussi. Nous retournons à l'immeuble précédent et voici l'appartement, les lumières allumées avec exactement la même disposition, les mêmes objets et les mêmes personnes. Je suis littéralement tombé à genoux de peur et de confusion et ma colocataire a dû m'aider à me relever. Pour une raison inconnue, elle a pensé qu'il valait mieux retourner à notre immeuble en courant, ce qui aurait dû nous ramener en moins de 5 minutes. Cependant, nous avions l'impression de courir sans fin, car nous regardions sans cesse les immeubles, et le même appartement était toujours dans l'immeuble le plus proche. Ma colocataire a crié « Arrêtez de nous faire ça !» et nous avons fini par retourner à notre immeuble en courant. Nous entrons, et c'est à ce moment-là que notre troisième colocataire nous dit que nous étions partis depuis très longtemps, et qu'il allait nous chercher. Mais pour nous, cela a duré 10 minutes au maximum, car nous n'avons même pas quitté les bâtiments environnants. Ma colocataire croyait beaucoup à la simulation, et on en parlait sans cesse dans notre appartement, que ce soit sérieusement ou pour plaisanter. Du coup, cette expérience était comme si l'univers nous disait qu'il était là et qu'il fallait se taire. Je n'aurais pas été aussi paniquée si j'avais été la seule à le voir, mais le fait qu'elle l'ait vécu, sans qu'on ait échangé un seul mot avant de s'en rendre compte, me fait beaucoup repenser à ce moment. Pour situer un peu le contexte de cette histoire, je dois régulièrement me rendre dans le quartier universitaire de ma ville en rentrant du travail.
J'ai d'ailleurs vécu à quelques pâtés de maison du campus principal pendant un certain temps, ce qui me permet de bien connaître ce quartier. Il y a un tronçon particulier de la route principale qui passe de 2 voies de chaque côté à une seule, avec un terre-plein central surélevé, ce qui rend impossible tout dépassement ou demi-tour, sauf si l'on décide de tourner à un carrefour. La route ne dure que 5 ou 6 pâtés de maison, puis revient à plus de 2 voies de chaque côté plus loin. J'ai emprunté la section à 2 voies de cette route et me suis retrouvé derrière une Jeep noire, aux toits rigides, très caractéristique, arborant une plaque d'immatriculation personnalisée, un autocollant distinctif sur le pare-brise arrière et un grand berger allemand accroché à la vitre arrière côté conducteur. La circulation ralentit beaucoup sur cette section à 2 voies, ce qui m'a permis d'observer que le chien portait un collier rose vif et un bandana à fleurs autour du cou. Nous remontons lentement cette route et nous sommes à environ un pâté de maison de l'endroit où la route redevient à plusieurs voies, tandis que je roule devant ce chien. Je fais partie peut-être malheureusement de ces adultes qui saluent les chiens en voiture en leur disant « Salut mon toutou ». J'ai donc passé 10 à 12 minutes à m'extasier devant le chien qui se penchait à la fenêtre de la Jeep noire devant moi. Nous arrivons au point où la route s'ouvre, mais la Jeep et moi sommes arrêtés juste avant de pouvoir nous engager sur une voie libre par la circulation devant nous, à cause d'un feu jaune. Je m'arrête toujours derrière la Jeep noire et je bâille profondément tellement je suis fatigué et j'ai juste envie de rentrer. Quand je rouvre les yeux, la Jeep noire a disparu. Elle n'est plus devant moi. Il n'y a plus d'espace entre ma voiture et celle qui est devant moi, une berline rouge, comme si la Jeep n'avait jamais existé. Elle n'aurait même pas pu se relever et faire le tour en roulant sur le trottoir à cause des arbres qui bordent cette partie de la chaussée. Elle a juste disparu. Je suis maintenant incroyablement désemparé et le feu passant au vert, je parviens enfin à avancer lentement et à m'engager sur la voie du milieu, désormais libre avec la voie de droite de l'autre côté. Moins de 10 secondes plus tard, une Jeep toute noire, très distinctive, avec une plaque d'immatriculation personnalisée, un autocollant reconnaissable sur la lunette arrière et un berger allemand avec un collier rose et un bandana à fleurs s'engage sur la voie de droite derrière moi, fait demi-tour et continue sa route. C'était tout simplement impossible. Avec les embouteillages aux heures de pointe, une voie de chaque côté, impossible de se comporter comme un imbécile pour s'éloigner de l'endroit où nous étions coincés. Même si d'une manière ou d'une autre, la voiture avait réussi à contourner le trafic, à faire le tour du pâté de maison et à revenir sur la route à 2 voies, elle aurait été loin derrière moi et n'aurait pas pu se faufiler pour revenir juste derrière moi. Tout ça n'a pris qu'une quinzaine de secondes maximum de toute façon. C'est comme si quelque chose avait soulevé la Jeep noire et l'avait laissé tomber juste derrière moi. Ça me trouble encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Un jour, en plein hiver, ma famille et moi sommes allés nous promener sur la plage. Oui, on est un peu excentrique comme ça. À mi-chemin, une tempête de neige s'est levée violente et on a décidé de retourner à la voiture. Sur le chemin du retour, vers le parking, mes frères et moi, nous nous plaignons d'être fatigués, affamés, assoiffés. Mais mon père, qui est né et a grandi dans la région, nous a assuré qu'il n'y avait aucun endroit pour acheter à manger ou à boire près de cette plage. Et pourtant, un bâtiment est apparu dans la tempête. C'était un bâtiment étrange, comme une annexe d'un vieux lycée des années 60-70, coincé entre 4 haies sur le sommet d'une longue dune de sable plate, comme s'il avait toujours été là et que les haies anciennes avaient poussé autour de lui. Devant, un panneau annonçait des boissons chaudes et des snacks. Alors on est entré. L'intérieur était bondé. Il devait y avoir 4 ou 5 douzaines de tables, toutes occupées par des personnes âgées en train de boire du thé, des toasts, des cakes, de la soupe, etc. Quand on est arrivé, il n'y avait aucune voiture sur le parking et l'arrêt de bus le plus proche était dans le village au bout du chemin, à plusieurs kilomètres. Donc, d'où venaient tous ces gens? La pièce elle-même était très étrange. Les tables, les chaises étaient toutes dépareillées, disposées autour de vitrines en verre sur des socles, remplis de spécimens taxidermisés de la faune locale. Sauf que beaucoup d'animaux n'avaient rien à voir avec la mer, hérissons, blaireaux, campagnols, ou étaient rares, non natifs de la région, cormorans, pluviers, etc.
Au centre de la pièce se trouvait un escalier en colimaçon carré menant à l'étage, et malgré l'absence de rideaux visibles de l'extérieur, et bien qu'il fasse jour en pleine tempête de neige, l'étage était plongé dans une obscurité totale, tellement noire qu'on ne voyait même pas le haut de la rampe. On s'est assis et mon père est allé chercher à manger. Ce qui m'a le plus marqué, même à cet âge, c'est que les prix affichés étaient en ancienne monnaie, shilling, etc. La cuisine était ouverte et tout l'équipement derrière le comptoir semblait très ancien, voire rétro. Quand mon père est revenu avec la nourriture, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était incroyablement bon marché et que la femme qui l'avait servi utilisait des expressions régionales très spécifiques qu'il pensait disparues depuis des décennies. On a mangé nos cakes, bu notre chocolat chaud, remis nos manteaux, bonnets, écharpes et gants, et on est ressorti. Pendant tout le temps où on était là, personne n'est entré ni sorti, même si plusieurs tables semblaient avoir fini leur repas avant notre arrivée. On est retourné à la voiture et avec beaucoup de difficultés, on l'a remise sur la route principale et on est rentré chez nous. Les années suivantes, on est retourné à cette plage plusieurs fois, le bâtiment n'était plus là. Et non seulement il n'était plus là, mais rien n'indiquait qu'il avait jamais existé. Pas de ruines, pas de débris, pas de fondation, pas même les haies anciennes qui semblaient l'entourer. La plage est située sur une longue langue de sable qui s'étend dans un canal maritime majeur, donc la zone est cartographiée avec précision depuis des siècles. Grâce à mon accès étudiant aux archives historiques, j'ai consulté des cartes de la région pour chaque décennie depuis le début du 19e siècle, et selon toutes ces cartes, il n'y a jamais eu de bâtiment à cet endroit. On pourrait penser qu'en grandissant, j'ai confondu les plages, mais mon père, qui est né là-bas, savait exactement où on était, et cette plage était très reconnaissable. Une longue larme de sable qui traverse l'embouchure d'un estuaire. Je sais que c'était bien cette plage, car je me souviens avoir vu les balises rouges clignotantes du pont suspendu, traversant l'estuaire à travers la tempête. Ce lieu n'existait pas, il n'a jamais existé. En 2017, je travaillais dans une foire en tant qu'éboueur. Mon travail consistait à retirer chaque morceau de métal et de bois avant et après chaque événement. Le site comptait 10 halls au total. Je travaillais avec un collègue, Tom, sur 2 des 10 halls. Les 8 autres étaient pris en charge par nos autres collègues. Quand on travaille sur ces halls, c'est généralement un poste de 10 heures, du soir jusqu'au petit matin. Donc Tom et moi commençons à bosser. On travaille un peu, on prend une pause, on retravaille un peu, etc. À un moment donné, les halls étaient encore pleins de bois et de métal, et on a pris une pause assez longue. On a complètement perdu la notion du temps. Quand on a réalisé combien de temps s'était écoulé et combien de travail il nous restait, on est retourné en vitesse dans l'un des halls. Tout était nettoyé, les 2 halls. Ce n'était ni moi ni Tom. La dernière fois qu'on a quitté les halls, ils étaient pleins de bois et de métal. Je sais pertinemment que ce n'étaient pas nos collègues, et pendant la nuit, il y a très peu de gens qui circulent dans la zone. Les seules personnes autorisées sur le site sont Alabama Société, Diaz, une autre société qui nettoie les sols et fait d'autres types de ménage après qu'on ait retiré les gros éléments. Nos collègues avaient déjà largement assez à faire avec leur propre hall. Les gars de Diaz ne touchent jamais aux gros objets, ni au bois, ni au métal, et les agents de sécurité ne nettoient rien du tout. La longue pause que Tom et moi avons prise a duré environ 2 heures à vue de nez. Autrement dit, on a quitté les halls pleins de bois et de métal. On revient environ 2 heures plus tard, tout est propre. Quand on a vu ça, gardez en tête qu'on n'avait plus rien à faire puisque tout était déjà nettoyé. On était tellement sous le choc que la meilleure explication qu'on a trouvée, c'est que notre patron a vu les halls, s'est rendu compte qu'on n'avait rien nettoyé, nous a tués dans un accès de rage et que ce qu'on vivait maintenant était une sorte d'au-delà. Évidemment, c'était une blague, mais pendant une seconde, j'ai voulu y croire, juste pour avoir une explication.
Alors ça fait un moment que je lis des témoignages sur des choses que j'ai moi-même vécues. Et pour la première fois, je me sens moins folle. J'avais environ 28 ans et je venais de sortir d'une relation difficile. Donc ma fille et moi étions retournés vivre chez ma mère le temps que je me remette sur pied. Ma petite sœur avait déménagé dans une autre ville, à peu près au même moment, à 2 heures de route de chez ma mère. Elle avait un fils, très jeune, environ 2 ans, et était enceinte de 9 mois quand elle a découvert que son mari la trompait. Il l'a quittée pour une autre. Elle s'est complètement effondrée, ce qui a déclenché son accouchement. Elle n'avait personne autour d'elle pour l'aider ou s'occuper de son fils pendant qu'elle accouchait, et son mari était aux abonnés absents. J'ai réussi à convaincre un ami de m'y emmener directement, sans réfléchir ni même prendre le temps de faire un sac. Heureusement, ma fille a pu rester chez ma mère sans souci, donc j'ai pu aller chez ma sœur pour l'aider avec son fils et être là pour elle. Je suis resté chez elle pendant un peu plus de 3 semaines. J'ai littéralement emprunté ses vêtements, mais heureusement on fait la même taille, et on s'est débrouillé ensemble avec un nouveau-né, un petit garçon de 2 ans bouleversé et confus, et beaucoup de larmes et de stress pendant qu'elle digérait le départ de son mari. J'avais un écarteur d'oreille que je portais le jour où je suis parti chez elle, assez unique car il avait l'image d'une figure spirituelle dessus, chose rare sur ce genre de bijoux. Tous mes bijoux sont un peu originaux, souvent faits main ou personnalisés. Celui-ci était l'un de mes préférés et je ne retire jamais mes écarteurs sans en remettre un autre car je cicatrise extrêmement vite, pareil pour tous mes piercings. Donc je vérifie souvent mon plug et mon piercing au nez dans la journée et j'ai normalement des rechanges dans mon sac quand je pars. Mais comme je n'ai rien emporté, cette fois je n'avais aucun rechange. Le petit garçon de ma sœur était fasciné par ce plug. Il le regardait souvent, fixait mon oreille et disait qu'il pouvait voir la dame dans ma tête, ce qui nous faisait rire. C'est devenu notre petit rituel, surtout le matin et au coucher, chaque jour où j'étais là. Quand je suis reparti chez ma mère, ma sœur avait lavé et séché les vêtements que je portais à mon arrivée. Tout allait bien. On s'est dit au revoir et j'ai pris un taxi jusqu'à la gare locale pour rentrer. Dans le taxi, j'ai touché mon oreille par réflexe, et le plug n'était plus là. Le trou semblait différent, comme si rien n'y avait été depuis un moment. Très étrange, car je le vérifie souvent, et mon neveu avait dit au revoir à la dame dans ma tête juste avant que je parte, en faisant son petit geste habituel. Donc je savais qu'il était là juste avant de partir. J'ai vérifié le siège, mon haut, puis j'ai appelé ma sœur pour qu'elle regarde autour, au cas où il serait tombé pendant qu'on se faisait un câlin. J'ai aussi vérifié le taxi en sortant, laissé mes coordonnées au chauffeur en espérant vaguement qu'on le retrouve, et ma sœur a fouillé son entrée. Mon neveu a un œil de lynx, donc s'il était là, il l'aurait vu. Quand je suis rentré chez ma mère, j'ai mis un autre dès mon arrivée, mais le trou était très serré et j'ai dû forcer pour le mettre, ce qui était une cicatrisation rapide même pour moi, mais je n'ai pas trop réfléchi à ça. Avance rapide de 2 ans, il n'est jamais réapparu. J'étais un peu triste, car je ne pouvais pas en retrouver un pareil, mais il n'avait pas de valeur sentimentale, sauf qu'il était devenu un joli souvenir de mon neveu parlant à la dame dans ma tête. J'ai fouillé mes vêtements plusieurs fois, et me suis résigné à l'idée qu'il avait dû tomber dans le taxi. À ce moment-là, j'avais environ 30 ans, et j'étais toujours chez ma mère. Il était très tard, vers 2 heures du matin. Je travaillais sur un long texte, et j'étais bien fatigué, quand quelque chose est tombé du plafond, ou du moins d'au-dessus de moi, directement sur ma tête, a rebondi, roulé un peu sur mon bureau, et s'est arrêté à environ 15 cm de mon ordinateur. C'était un plug. J'ai pensé qu'il avait dû tomber de mon oreille, j'étais crevé, donc j'ai vérifié. Mais non, mon plug actuel était toujours là. Je l'ai ramassé, et je l'ai aussitôt lâché, c'était le plug de la dame dans ma tête. Je l'ai inspecté, pris en photo, envoyé à ma sœur, paniqué un peu, puis revérifié le matin. C'était bien celui que j'avais perdu dans une ville à 2 heures de route, plus de 2 ans auparavant. Je l'ai toujours. Mon neveu, qui a maintenant 18 ans, s'en souvient encore. Je ne l'ai jamais remis, mais ce petit bijou a littéralement changé ma façon de voir le monde.
J'ai une journée assez stressante, mais rien de particulièrement inhabituel pour moi. Je suis rentrée du travail et j'ai décidé de boire un verre de vin. J'étais un peu émotive, mais rien de nouveau ou d'étrange. Je cogitais, je rêvassais, je me perdais dans mes pensées. Je me suis versé un verre de vin et me suis installée dans mon fauteuil du salon, un peu en train de dériver mentalement. La sonnette m'a fait sursauter. Depuis ma place par la fenêtre, j'ai vu un inconnu devant ma porte. Je n'ai pas répondu. Je n'attendais personne et je ne me suis même pas levée. Il est resté là quelques instants, puis est monté dans une voiture garée devant chez moi et est parti. Je l'ai vu faire le tour du pâté de maison et repasser devant chez moi dans l'autre sens. J'ai décidé de ne pas y penser. Environ 20 minutes plus tard, j'étais toujours sur mon premier verre de vin. Je n'étais absolument pas ivre, à peine en train de boire en réalité. J'ai vu une femme passer devant chez moi et s'arrêter pour fixer la maison. Pendant un instant, je me suis dit « Pourquoi tu fixes comme ça ?» J'ai réalisé qu'elle promenait un chien qui venait de se soulager sur ma pelouse. J'ai décidé de me lever pour aller à la fenêtre, voir si elle allait ramasser. En me levant, j'ai accidentellement renversé une goutte de vin rouge sur le tapis du salon. Mon regard s'est immédiatement posé sur la tâche et j'ai pensé « Il faut que je nettoie ça ». J'ai pris un moment pour observer la femme par la fenêtre, puis je suis allé vite à la cuisine chercher un essuie-tout. En passant, j'ai vu que l'horloge du four indiquait 18h57. Je prends l'essuie-tout et retourne au salon pour tamponner la tache sur le tapis. Je remarque que la femme est déjà loin dans la rue. En regardant le tapis, je réalise qu'il n'y a aucune tache de vin. J'ai inspecté le tapis, rien. J'ai pensé un instant que peut-être il n'y avait jamais eu de tache. J'avais juste cru en voir une, mais je me souviens très clairement de la sensation du vin qui sort du verre et de la goutte rouge sur le tapis. J'ai regardé mon chat qui était maintenant dans une autre position et j'ai dit à moitié en plaisantant « On a changé de réalité ou quoi ?» J'ai décidé de ne pas trop y penser. Peut-être que ça ne veut rien dire et je suis retournée à la cuisine poser l'essuie-tout. J'ai jeté un œil à l'horloge du four. Elle clignotait comme si elle avait été réinitialisée. Ça n'arrive que quand je débranche le four ou qu'il y a une coupure de courant. Je n'ai pas débranché le four, je n'ai pas remarqué de coupure car la clim fonctionnait sans interruption et surtout l'horloge du micro-ondes juste en dessous du four ne clignotait pas. Elle affichait 19h07, ce qui indique qu'au moins 10 minutes s'étaient écoulées, alors que j'avais l'impression que ça faisait 1 ou 2 minutes maximum. Mais l'horloge du four clignotait à 12h57, ce qui signifie que si elle s'était réinitialisée pendant que j'étais sortie de la cuisine pour nettoyer la tâche, elle aurait dû afficher 12h. Le fait qu'elle affiche 12h57 indique qu'elle s'est réinitialisée 1 heure plus tôt. Il est impossible que j'aie mis 1 heure pour faire quelques pas entre la cuisine et le salon, regarder le tapis, ne pas trouver la tâche et revenir. Il y avait aussi un décalage de 10 minutes entre les deux horloges, ce qui suggère que le four avait été hors tension pendant 10 minutes avant de se réinitialiser. J'ai fait une pause en me demandant si mon esprit me jouait des tours, ou si j'étais ivre. Je ne suis pas, je n'ai même pas fini mon premier verre, et l'horloge du four clignote toujours. Est-ce un bug dans mon cerveau ou dans la réalité autour de moi, ou est-ce que les deux sont liés? Quelques instants après ce qui s'est passé, j'ai entendu une sirène dans mon quartier qui est normalement très calme. Je suis sortie pour voir ce qui se passait. J'étais très confuse, car ça ne ressemblait pas à une vraie sirène. Elle avait un côté presque dessin animé et impossible à localiser. Difficile à expliquer, c'était comme si elle venait de partout et de nulle part à la fois. Impossible de dire si elle approchait ou s'éloignait. Je ne sais pas si c'était juste dans ma tête. Le son a disparu dès que je suis rentrée. Ce matin, ma mère, qui vit dans un autre état, m'a appelé pour me dire qu'elle et mon père avaient vécu leur propre bug pendant la nuit, impliquant des dysfonctionnements électroniques et des erreurs de timing. Leur capteur de porte de garage n'a pas fonctionné pendant qu'elle sortait la voiture et la porte s'est refermée au mauvais moment, causant de gros dégâts à sa voiture. Ce qui vient de m'arriver il y a quelques minutes m'a vraiment fait peur.
Ma maison d'enfance était presque hantée, mais pas dans le style effrayant des films hollywoodiens, plutôt comme si d'autres personnes ou entités partageaient notre espace de vie et étaient en fait assez utiles. Par exemple, quand on cherchait un jouet ou un vêtement précis, on entendait un bruit et on finissait par trouver ce qu'on cherchait dans cette direction. Ma mère était très portée sur la spiritualité et la dualité. On nous a toujours appris à respecter l'inconnu et qu'il ne nous dérangerait pas si on le respectait. Cependant, il y avait une zone dans la maison qui semblait étrange pour une raison inconnue. La cuisine avait un carrelage en damier noir et blanc, sauf dans le coin inférieur gauche. Pour une raison quelconque, 3 carreaux noirs avaient été posés côte à côte. Et toute personne marchant sur ces carreaux ressentait immédiatement des nausées et une perte d'équilibre, à tel point que mon père avait installé une barre d'appui près de la porte. Bref, l'un de mes premiers souvenirs remonte à mes 6 ans, quand je suivais ma mère dans la cuisine en étant un enfant un peu collant. Je me souviens très bien de jouer avec son Rubik's Cube. À cet âge-là, je ne pouvais pas le résoudre. Je l'utilisais comme un jouet anti-stress. Je me souviens clairement d'avoir marché sur ces carreaux, perdu l'équilibre et fait tomber le cube. Mais que ce soit à cause du bruit de ma chute ou autre chose, je n'ai jamais entendu le cube toucher le sol. Et peu importe combien on a cherché, on ne l'a jamais retrouvé. Mon petit frère, qui avait 3 ans de moins que moi à l'époque, dit qu'il a vu le cube rentrer dans le sol. Mais j'imagine que ma mère a juste mis ça sur le compte de l'imagination d'un enfant. Il ne s'en souvient plus aujourd'hui d'ailleurs. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, 24 ans plus tard. Après avoir loué cette maison pendant 12 ou 13 ans, ma mère a pris la décision difficile de la vendre pour aider à payer les frais de maison de retraite et de soins médicaux de mes grands-parents. Les deux souffrent de formes sévères d'Alzheimer et de démence, et ma grand-mère reçoit actuellement des soins palliatifs pour un cancer du côlon. Mon frère et moi étions en train de faire quelques retouches de peinture et de ranger le salon quand on a entendu un bruit de plastique venant de la cuisine. En entrant, on a trouvé un Rubik's Cube en plastique posé en plein milieu des 3 carreaux noirs. Il n'était ni poussiéreux ni sale, comme s'il avait été là depuis longtemps. Au contraire, il était propre et glacial au toucher, couvert de condensation. Mon frère ne se souvient pas de l'incident d'origine, alors je suis allé voir ma mère dans une chambre à l'étage. Et elle est convaincue qu'on lui fait une blague ou un tour, mais tout à coup, j'ai ressenti une sensation horrible, comme ce sentiment qu'on a quand on sait qu'on a fait une grosse erreur, qu'on a tout gâché et que la situation semble irréparable. Vous voyez ce que je veux dire? Une impression très lourde, très sombre. Je suis actuellement assis dans ma voiture en train d'écrire ceci, parce que je suis vraiment perturbé, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et chaque fois que je jette un œil vers la maison, j'ai une sensation de nausée dans l'estomac. Je me demande juste si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire. L'histoire que je vais partager est 100% vraie et m'est réellement arrivée il y a environ 15 ans. Croyez-le ou non, mais à ce jour, je ne peux toujours pas l'expliquer. Quand j'avais 15 ans, ma famille a emménagé dans une maison en location. Il y avait toujours une énergie étrange dans cette maison. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose y était toujours un peu inquiétant. C'était une belle vieille maison et une veuve âgée y avait vécu avant nous. Elle avait été chanteuse d'opéra et professeure d'art à l'université. Elle s'appelait Madame Martin et elle est devenue une sorte de personnage dans la maison qu'on évoquait souvent, car ses enfants nous ont loué la maison avec littéralement toutes ses affaires encore dedans. Ils n'avaient même pas vidé le frigo, c'était très étrange. La maison était restée comme le jour de sa mort. Le grenier était infesté de chauves-souris. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais ça ajoutait au côté flippant qu'on ressentait toujours dans cette maison. Je n'aimais jamais y rester seule, même en plein jour. Le soir de l'incident, j'étais à la maison avec ma meilleure amie, Mallory, qui avait aussi 15 ans, sa petite sœur, Olive, 13 ans, et ma propre petite sœur, Emma, 11 ans. Mallory et moi étions dans le salon en train de regarder un film, et Olive et Emma étaient dans le petit salon, une pièce attenante, avec une porte, et elles regardaient la télé. Aucun parent n'était à la maison à ce moment-là. À un moment donné, ma sœur Emma a décidé de monter prendre une douche.
La maison n'avait qu'un seul escalier, il fallait passer par le salon pour y accéder. Donc, elle est sortie du petit salon, a traversé le salon, est montée, a pris sa douche et est restée là-haut environ une demi-heure. Quand elle a fini, elle est descendue en serviette blanche, s'est arrêtée sur la 6e marche et a dit « Salut les filles !» avec un petit geste de la main, auquel nous avons répondu joyeusement. Puis elle a continué à descendre, à traverser le salon, où Mallory et moi étions toujours devant la télé, a ouvert la porte du petit salon et l'a refermée derrière elle. Ma mère avait plié du linge dans le petit salon plus tôt, c'est pour ça qu'Emma y est allée pour s'habiller. 2 à 5 minutes plus tard, Mallory et moi étions toujours dans le salon, et Olive, et supposément Emma, regardaient la télé dans le petit salon, quand on entend derrière nous « Salut les filles !» avec exactement la même intonation que tout à l'heure. Et c'est ma sœur Emma, en serviette blanche, qui descendait les escaliers, s'est arrêtée sur la 6e marche, a levé la main pour saluer et allait continuer à descendre quand Mallory et moi avons toutes les deux sursauté et nous sommes regardés avec une horreur absolue. C'est allé très vite, mais nous nous sommes levés d'un bond, avons couru vers le petit salon, avons ouvert la porte brusquement devant une Olive surprise. Emma nous suivait de près en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Quand j'ai ouvert cette porte, je m'attendais vraiment à voir une autre version de ma sœur assise là. Mais non, il n'y avait qu'Olive. Mallory et moi avons immédiatement commencé à les questionner. « Emma, tu es bien descendue ici il y a quelques minutes, non ? Olive, tu es sûre qu'Emma n'est pas entrée dans le petit salon en serviette juste avant qu'on arrive ? Emma, tu es descendue après ta douche, mais tu es remontée ensuite. » Mais on savait qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle soit remontée sans passer devant nous dans le salon. Ça n'avait aucun sens. Les deux filles étaient très confuses et commençaient à avoir peur. Elles n'avaient vraiment aucune idée de ce dont on parlait. Emma jurait qu'elle n'était descendue qu'une seule fois, et Olive jurait qu'elle ne l'avait jamais vue entrer dans le petit salon en serviette avant qu'on arrive tout ensemble. Comme nos sœurs étaient jeunes à l'époque et qu'on voyait qu'elles étaient effrayées, on a décidé de faire comme si on plaisantait et on les a laissées pour retourner dans le salon. Je me souviens qu'on est resté silencieuse et que j'ai peut-être même demandé « Tu as vu ça aussi ?» Et puis on n'en a plus jamais parlé. Je n'en ai même pas parlé à mes parents, à ma sœur, avant, il y a quelques années. Ma sœur dit qu'elle n'en a aucun souvenir. Je n'ai pas revu Mallory depuis le lycée, donc je ne sais pas si elle s'en souvient. Tout ce que je sais, c'est que si Mallory n'avait pas été là pour le voir et réagir exactement comme moi à ce moment-là, avant même qu'on dise un mot, j'aurais probablement cru que je devenais folle. Je n'oublierai jamais le regard d'horreur et de confusion qu'elle m'a lancé et que j'ai probablement renvoyé quand Emma est descendue des escaliers cette deuxième fois. Encore aujourd'hui, ça me fait froid dans le dos d'y penser. Au fil des années, j'ai lu beaucoup d'histoires de glitch dans la matrice et certaines parlent de boucles temporelles, des gens qui voient le même événement se produire 2 fois, exactement de la même manière, souvent à quelques minutes d'intervalle. Je crois que c'est ce que Mallory et moi avons vécu avec ma sœur ce jour-là.